Bonjour et bienvenue sur la chaîne Commissionnaire de transport pour préparer à l'examen le programme complet concernant la commissionnaire de transport. On étudiera la partie numéro 2 qui concernera 8 cours, tout ce qui tourne autour de la gestion, du droit, du social, du transport. À savoir que voici les huit modules qu'on étudiera ensemble. Le premier, c'est le préambule de la gestion. Le deuxième, c'est le coût du transport. Le troisième, c'est le compte des résultats. Le quatrième, c'est le bilan. Cinquième, c'est divers en gestion. Sixième, droit commercial. Septième, social général. Et huitième, social transport. Donc, à partir de là, on verra le préambule de la gestion et à l'exploitation, comment devenir commissionnaire de transport, le calcul outils fondamentaux, les pourcentages, la conversion, la durée, la vitesse et la distance, etc. Le chapitre numéro 2, ce sera le coût du transport, tout ce qui tourne autour de calculer le coût de revient d'une prestation de transport pour établir un prix de vente rentable. Ensuite, nous verrons la partie numéro 4 qui concernera le bilan, c'est-à-dire lire et analyser un bilan comptable, calculer les équilibres financiers et les ratios clés. Ensuite, nous verrons la chapitre numéro 6 qui concerne le droit commercial, connaître les règles juridiques applicables aux commerçants, aux contrats et aux structures d'entreprise. Ensuite, le chapitre numéro 7, c'est social général, maîtriser le droit du travail appliqué à l'entreprise de transport, tout ce qui est embauche, durée du travail, rupture, etc. Et ensuite, nous verrons enfin tout ce qui tourne autour du transport social, appliquer la réglementation sociale spécifique aux conducteurs routiers nationaux et européens. Donc ça, c'est le sommaire que nous allons étudier tout au long de cette vidéo pour obtenir l'attestation de commissionnaire de transport pour l'examen prochain. Donc, réussir l'examen, c'est le format de l'examen, ce sera bien sûr, comme vous le savez, des QCM plus des cas pratiques de calcul. Tout ceci, vous le savez. Donc, nous allons démarrer avec le cours numéro 1. Bonjour et bienvenue sur la chaîne référence pour préparer votre examen de commissionnaire de transport. Dans ce premier cours, on va poser les bases, pas de panique. On commence en douceur avec les outils de calcul que vous allez utiliser avec tous les cours suivants, calculatrice, pourcentage, vitesse, indice, des prix, TVA, amortissement, etc. Si vous maîtrisez ce cours, la suite devient nettement plus simple. Alors installez-vous confortablement, sortez votre calculatrice et c'est parti. Donc, nous allons voir comment devenir commissionnaire de transport. Avant tout, posons une question simple. Pourquoi vouloir devenir commissionnaire de transport? Plusieurs raisons très concrètes. Vous voulez être indépendant, avoir des meilleurs revenus, être reconnu professionnellement dans un secteur en pleine croissance ou prendre un poste de cadre dans une entreprise de logistique. Ce diplôme, c'est votre clé d'entrée officielle. Grâce à cette formation, vous allez maîtriser la forme juridique de votre entreprise, la gestion financière, le calcul de vos coûts, la gestion sociale, tous les modes de transport ainsi que les procédures douanières et les incoterms. Mais surtout, réussir l'examen. Mentionnez que l'examen est écrit avec des QCM et des cas pratiques. La calculatrice est autorisée. Donc, nous allons voir maintenant le calcul outils fondamentaux. La calculatrice, c'est votre meilleur allié. Choisissez-en une simple avec 10 ou 11 chiffres d'affichage. Pas besoin d'un modèle scientifique très complexe. La règle des arrondis est la méthode dite 4/5. Si le chiffre qui suit le dernier que vous gardez est 0, 1, 2, 3, 4, on arrondit par défaut. Ensuite, voyons les pourcentages. Les pourcentages, c'est le cœur de la gestion. Vous en aurez partout. Taux de TVA, marge, augmentation de salaire, indexation, etc. Principe fondamental, un pourcentage se rapproche toujours à une base de 100. Pour calculer 5% de 80 euros, c'est 80 multiplié par 5 divisé par 100 égale 4 euros.
ou avec la touche pourcentage 80 fois 5%, même résultat. Pareil pour augmenter ou réduire un prix grâce au pourcentage. Je vous laisse regarder les exemples sur ce tableau. Maintenant, voyons la marge bénéficiaire. Deux méthodes à connaître. Méthode 1, marge calculée sur le coût de revient. Ces mes charges sont de 3 500 € et je veux 12% de marge sur mon prix de revient. Donc, on fait 3 500 fois 1,12 égale 3 920 €. La méthode numéro 2, marge calculée sur le chiffre d'affaires. Si mes charges sont de 3 600 € et je veux que ma marge représente 10% du chiffre d'affaires, mes charges représentent 90% du CA. Donc, prix de revient égale 3 600 divisé par 0,90 égale 4 000 €. Ces deux méthodes donnent des résultats différents à l'examen. Lisez bien l'énoncé pour savoir laquelle est appliquée. Maintenant, voyons la conversion d'heures centièmes et formule DVT. En transport, les durées s'expriment souvent en heures et centimes, pas en heures et minutes. C'est indispensable pour les calculs de conduite. Donc, exemple, règle, 1 heure égale 60 minutes, égale 100 centièmes. Pour convertir des minutes en centièmes, on divise par 0,60. Voyons maintenant la distance, vitesse, temps, les trois formules. Vitesse, V égale distance divisée par temps. Le temps, distance divisée par vitesse. Et distance, D égale vitesse multipliée par temps. Voyons maintenant la consommation, volume et indice des prix. Le calcul de consommation en carburant est simple. Consommation égale distance fois consommation au centième divisé par 100. Pour les indices des prix utilisés notamment par l'indexation gasoil, voici la formule. Prix révisé égale prix de base fois indice nouveau divisé par indice de référence. L'INSEE publie régulièrement ces indices. En transport, on utilise notamment l'indice gasoil pour réviser les prix de transport selon l'évolution du carburant. Maintenant, voyons la TVA. C'est une taxe collectée par l'entreprise pour l'État. Elle est neutre pour l'entreprise. Vous la collectez sur vos ventes, vous la déduisez sur vos achats et vous versez la différence au fisc. Taux en France, c'est 20% en taux normal, 10% en taux intermédiaire, 5,5, taux réduit, 2,1, super réduit. Pour passer du hors-taxe au TTC, multiplié par 1,20 pour 20%, pour passer du TTC au hors-taxe, divisé par 1,20. La déclaration de TVA se fait mensuellement ou trimestriellement selon votre régime. TVA à payer égale TVA collectée moins TVA déductible. Maintenant, voyons emprunt, crédit bail et amortissement. Quand vous achetez un véhicule ou un matériel, vous avez trois options. L'achat comptant, le crédit bancaire ou le crédit bail. L'amortissement, c'est la constatation comptable de la perte de valeur d'un bien dans le temps. Un véhicule à 75 000 € amorti sur 5 ans perd 15 000 € de valeur chaque année. Amortissement linéaire, c'est le régime de base. On amortit la même somme chaque année. Taux égale 100% divisé par la durée pour 5 ans, 20% par an. Attention, l'amortissement. Qu'est-ce qu'un amortissement d'ailleurs? L'amortissement constate la dépréciation irréversible d'un bien lié à l'usage, au temps et au progrès technique. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu ce tableau qui est important par rapport à un sujet qui peut tomber le jour de l'examen. Maintenant, le linéaire, comme je vous avais expliqué précédemment, c'est le régime de base. Le dégressif, il est réservé aux biens neufs d'une durée d'utilisation d'au moins 3 ans. On amortit davantage les premières années, ce qui réduit le bénéfice imposable en début d'activité. Taux dégressif égale taux linéaire multiplié par un coefficient fiscal 1,25 pour 3-4 ans, 1,75 pour 5-6 ans et 2,25 pour plus de 6 ans.
quand le taux dégressif appliqué sur la valeur résiduelle devient inférieur au taux linéaire restant, on bascule en linéaire pour finir l'amortissement. Voilà, ce que vous venez de terminer le cours numéro 1, ça a été un peu rapide. Félicitations pour être arrivé jusqu'ici. Dans ce cours, vous avez appris les arrondis, les pourcentages et la marge bénéficiaire. Ce sont les fondations que vous devez connaître. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de laisser un commentaire si vous avez des questions. À très bientôt pour le prochain cours numéro 2. Bienvenue sur ce cours numéro 2 pour être commissionnaire de transport qui concernera le coût du transport. Aujourd'hui, on attaque le sujet crucial, le coût du transport. C'est la question que tout chef d'entreprise doit savoir répondre. Est-ce que je gagne de l'argent sur ce contrat? Pour ça, il faut maîtriser votre coût de revient. Sans ça, vous ne pouvez pas fixer un prix de vente rentable. Dans ce cours, on va voir les 4 catégories de charges, comment calculer votre coût au kilomètre et comment établir votre prix de vente avec une marge. Beaucoup d'entrepreneurs pensent: j'ai un comptable, je n'ai pas besoin de connaître la gestion. Eh bien, c'est faux. La comptabilité enregistre le passé, la gestion planifie l'avenir, le comptable vous donne une photographie de ce qui s'est passé. Vous, en tant que dirigeant, vous devez anticiper, décider, piloter. Sachez que 71% des défaillances d'entreprise sont liées à des problèmes de gestion et de commercial. Maîtrisez votre chiffre d'affaires, eh bien, c'est votre bouclier. Car les causes d'échec des entreprises, comme je disais précédemment, ce sont 71% d'échecs sont liés à la gestion commerciale et à la gestion tout pure. Voyons maintenant le coût de revient. Définition simple. Le coût de revient, c'est le total de toutes les dépenses nécessaires pour produire votre prestation. Il peut être prévisionnel, estimé avant de démarrer une activité ou d'accepter un contrat. Ou constaté, calculé d'après la comptabilité réelle. Travailler en dessous de votre coût de revient, c'est travailler à perte. Vous appauvrissez votre entreprise à chaque prestation. C'est une erreur fatale. Voyons maintenant les 4 catégories de charges. On distingue 4 grandes familles de charges dans le transport. Les charges variables, donc les CV. Ce sont les charges qui varient selon le kilomètre parcouru. Plus vous roulez, plus elles augmentent. Tout ce qui est carburant, le poste le plus important, lubrifiant, pneumatique, pièces détachées et entretien, réparation, péage, AdBlue, salaire des mécaniciens au prorata du temps passé. Ensuite, nous avons le numéro 2 qui concerne le CFC, donc les charges fixes conducteurs. Ce sont les charges directement liées au conducteur fixes, quel que soit le kilomètre. Salaire brut du conducteur, charges sociales patronales, frais de déplacement et frais de repas. Ensuite, nous avons CFV, donc les charges fixes véhicules, charges liées au véhicule fixe, que le véhicule roule ou non, dotation aux amortissements si achat, loyer crédit bail, intérêt d'emprunt, visite technique et enfin assurance véhicule. Et enfin, la charge numéro 4 qui concerne les charges communes, CC, ce sont les charges de structure de l'entreprise indirecte. On les répartit sur l'ensemble de l'activité. Il y a donc les loyers des locaux, les salaires administratifs, l'informatique, téléphone, frais bancaires, honoraires comptables, avocats, etc. Donc, à savoir CV plus CFC plus CFV égale charge directe. Et CC égale charge indirecte. Maintenant, voyons les formules de calcul des coûts, puisqu'on a monome, binôme, trinôme. Donc, concernant la formule monome, c'est le coût égale charge au kilomètre fois le nombre de kilomètres utilisés quand toutes les charges varient avec le kilométrage. Concernant la formule binôme,
c'est le coût qui est égal charge variable fois kilomètre plus charge fixe. On sépare la partie variable et la partie fixe. Et enfin, la formule trinôme, c'est le coût égale charge variable plus charge fixe conducteur plus charge fixe véhicule. C'est la formule la plus précise utilisée dans les exercices d'examen. Voici maintenant les exemples qu'on vous donne. Exemple, bon déjà, toutes les charges incluses, ce sont variables, comme on a dit, fixe conducteur, fixe véhicule et commune. Donc, exemple, 108 500 € divisé par 70 000 km égale 1,55 euros par kilomètre. Pardon. Le coût n'est valable que si le nombre de kilomètres réalisés égale celui utilisé pour le calcul. Autre formule monome, donc je vous laisse regarder pendant quelques secondes. Ça peut être intéressant également. Maintenant, voyons la formule binôme. La premier terme variable, donc charge variable divisée par le kilomètre heure. On donne un exemple. 31 500 divisé par 70 000 égale 0,45 € le kilomètre. Et deuxième terme fixe, total charge fixe plus divisé par le temps, à savoir 70 000 €, 77 000 € divisé par an égale 350 € par jour qu'on divise par 220 jours. Je vous laisse regarder l'exemple. Maintenant, voyons la formule trinôme. Donc, toutes ces formules-là, je vous laisse les regarder, les noter. Elles pourront vous servir, donc, effectivement, lorsque vous allez avoir des exercices et des annales à résoudre. Voyons maintenant le prix de vente, politique des prix par le marché, donc la politique, par la demande, stratégie et bien sûr, contrainte de rentabilité. Alors, il y a ce chapitre qui est important, c'est le calcul de la marge sur le coût. Donc, marge 20% sur le coût. Le coût est la base, donc 100. Donc, je vous laisse regarder les formules à apprendre par cœur. Car à chaque session d'examen, vous aurez des calculs à faire à ce niveau-là. Ensuite, le calcul de la marge sur le prix de vente. Pareil, à étudier, ne pas confondre marge sur coût de marge et marge sur prix de vente. Ça, c'est très important. Enfin, nous allons voir le seuil de rentabilité. Donc, le seuil de rentabilité au chiffre d'affaires critique, c'est le niveau de chiffre d'affaires à partir duquel votre entreprise commence à faire des bénéfices. La formule, c'est seuil de rentabilité égale charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge sur coût variable, puis seuil de rentabilité égale charge fixe divisé par ce taux. La date de rentabilité, c'est le jour du calendrier à partir duquel vous avez couvert toutes vos charges fixes. On calcule seuil divisé par chiffre d'affaires annuel multiplié par 360 jours. Donc, voici les calculs que je viens de vous donner. Le calcul du seuil de rentabilité. Alors, toutes ces formules, je vous les laisse à l'écran. Je vous conseille de les noter. C'est hyper important. Et surtout de faire des exercices pour bien assimiler tout ceci. Voilà, c'est un autre exemple annuel du seuil de rentabilité. Important pour comprendre également la suite de ceci. Ensuite, nous allons voir les délais de paiement dans les transports. Entreprises concernées, les transports routiers, loueurs de véhicules, commissionnaires de transport, transitaires, agents maritimes, fret aérien, courtier de fret, commissionnaire en douane. Donc, sanctions, les sociétés 15 000 €, les personnes physiques 75 000 €. Maximum 30 jours à côté de la date d'émission de la facture. Voilà. J'ai oublié de le préciser au début.
Indexation gasoil et facturation. Depuis la loi 2006, il est obligatoire en France d'appliquer une clause d'indexation gasoil dans les contrats de transport. Vous pouvez répercuter la hausse du carburant sur vos clients. Et après, je vous laisse regarder, bien sûr, tout ce qui est exemple à assimiler. Ensuite, la TICPE, c'est la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques. Elle est très connue en France également, à étudier. Je vous laisse regarder et à noter. Ensuite, concernant la facture, les mentions obligatoires. Voilà, l'entête, donc le nom, l'adresse, TVA, tout ça, vous le savez, j'imagine. Je vous ai fait aussi un exemple de facture de transport que je vous laisse regarder attentivement. Et enfin, pour la conclusion, les points clés à retenir. Donc, il faut distinguer 4 types de charges. Les CV, CFC, CFV, CC. Maîtriser les 3 formules, monome, binôme, trinôme. Calculer le prix de vente avec une marge sur coût ou sur prix de vente. Calculer le seuil de rentabilité et la date de rentabilité. Délai de paiement 30 jours max plus sanction, etc., etc. Et enfin, donc voilà pour le cours numéro 2. Vous savez maintenant distinguer les 4 types de charges, calculer votre coût de revient, établir votre prix de vente et interpréter votre seuil de rentabilité. Ce sont des compétences directement opérationnelles. Vous pouvez les appliquer dès demain dans votre activité et on va ensuite basculer sur le cours numéro 3. Merci d'avoir suivi ce cours. Bonne révision et bon courage pour l'examen et à tout à l'heure pour le cours suivant. Bienvenue sur la chaîne Commissionnaire de transport. Dans ce cours numéro 3, on s'attaque au compte de résultat. C'est le document central de l'analyse financière. Si le bilan est une photo du patrimoine à un instant, le compte de résultat est le film de l'activité sur toute une année. Il répond à une seule question: est-ce que l'entreprise a gagné de l'argent sur cet exercice? Comptabilité et flux. Donc la comptabilité enregistre toutes les opérations de l'entreprise avec ses partenaires. Elle repose sur le principe de la partie double. Tout mouvement génère deux flux, un flux réel marchandise ou service et un flux monétaire, argent ou créance. Ces deux flux sont de sens opposé. Règle fondamentale pour chaque écriture comptable, le débit est toujours égal au crédit. Si vous ne respectez pas cette égalité, vos comptes sont faux. Les 3 documents qui alimentent le compte de résultat sont le livre-journal, le grand livre et la balance. Voyons maintenant la structure du compte de résultat. Mais tout d'abord, une petite comparaison entre le compte de gestion contre le compte de bilan. Compte de gestion, vous avez le compte de charge, classe 6, solde débiteur, achat, services extérieurs, impôts, salaires, charges sociales, dotations aux amortissements. La classe 7 qui concerne le compte de produit, solde créditeur et vente de marchandises, prestations de services, produits financiers, produits exceptionnels. Et enfin, ces comptes mesurent l'activité de l'entreprise sur une période. Ensuite, nous avons le compte de situation, bilan, compte d'actifs, solde débiteur, ce que l'entreprise possède, immobilisation, stock, créance, trésorerie, compte de passifs, solde créditeur, ce que l'entreprise doit, capital, emprunt, dette fournisseur. Et enfin, ces comptes mesurent la situation financière à un instant T. Maintenant, voyons la partie numéro 2 qui concerne le compte de résultat, structure du compte de résultat. Le compte de résultat présente d'un côté les charges, tout ce que l'entreprise a payé, et de l'autre les produits, tout ce que l'entreprise a encaissé. Formule fondamentale: le résultat égale produit moins charge. Si le résultat est positif, c'est un bénéfice. S'il est négatif, bien sûr, c'est une perte. Les charges classe 6, charges d'exploitation, donc tout ce qui est achat, loyer, assurance, salaire, charges sociales, amortissement. Charges financières, c'est-à-dire intérêt d'emprunt, agio bancaire. Charges exceptionnelles, amende, dons, valeur nette comptable, des immobilisations cédées,
participation des salariés aux résultats et impôt sur les bénéfices, l'IS. La classe numéro 7, qui concerne les produits d'exploitation, c'est-à-dire chiffre d'affaires, subventions d'exploitation, les produits financiers, c'est-à-dire les intérêts de placement, et les produits exceptionnels comme les produits de cession d'immobilisation. Ensuite, il y a les deux présentations du compte des résultats, présentation en compte côte à côte. Vous avez charge à gauche, produit à droite. Très important, voici un exemple. Je vous laisse regarder cet exemple afin de bien mémoriser tout ceci. Enfin, nous allons voir les impôts sur les bénéfices. Les bénéfices réalisés par l'entreprise sont imposés. Il existe deux régimes. Donc, l'IS, l'impôt sur les sociétés, et l'entreprise individuelle, tout ce qui est l'impôt sur le revenu. C'est important à connaître ces deux formules. Maintenant, voyons le solde intermédiaire de gestion qui est très important dans ce cours, qui s'intitule donc le SIG. Voyons maintenant les consommations intermédiaires, CI. Alors, CI égale achat de matière plus variation de stock plus autre achat et charges externes. Ce sont les biens et services achetés à l'extérieur et détruits dans la production. Voyons maintenant, je vous laisse regarder un petit peu le tableau afin de noter tout ceci. Voyons maintenant la valeur ajoutée, VA. La valeur ajoutée égale production de l'exercice moins consommation intermédiaire. C'est la richesse créée par l'entreprise elle-même. Elle sert à payer les salaires, les impôts, les investissements. Voyons maintenant l'excédent brut d'exploitation, EBE. EBE égale valeur ajoutée plus subvention d'exploitation moins impôts et taxes moins charges de personnel. L'EBE mesure la performance industrielle et commerciale avant financement et avant amortissement. C'est un indicateur très utilisé par les banques pour évaluer la santé d'une entreprise. Voyons maintenant la cascade des résultats intermédiaires. Résultat d'exploitation égale EBE plus reprise sur provision moins dotation aux amortissements. Il mesure la performance de l'activité courante. Voyons maintenant la capacité d'autofinancement, la CAF. La CAF mesure la capacité de l'entreprise à générer des ressources internes pour financer ses investissements, rembourser ses dettes ou distribuer des dividendes. Méthode additive, CAF égale résultat net plus dotation aux amortissements. Les amortissements sont une charge calculée, mais non décaissée. L'argent reste dans l'entreprise. La CAF est un indicateur fondamental pour les banquiers. Un ratio souvent utilisé, endettement divisé par CAF. S'il dépasse 5 à 6 ans, la banque peut considérer que l'entreprise est trop endettée. Donc voici le tableau récapitulatif des SIG et leurs ratios. Donc je vous laisse noter toutes ces formules ou ces références qui sont hyper importantes le jour de l'examen. Les SIG corrigés, retraités pourquoi? L'objectif, comparer les entreprises entre elles de façon équitable, indépendamment de leur choix de financement, comme indiqué sur ce tableau. Voici maintenant le récapitulatif de ce que vous avez appris. Le compte de résultats, c'est votre tableau de bord de performance annuelle. Les SIG vous donnent une lecture fine. Vous voyez exactement où vous gagnez de l'argent et où vous perdez. Voilà le tableau. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci pour votre attention. Et nous allons basculer sur le cours qui concerne le bilan. À tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Commissionnaire de transport. Aujourd'hui, nous allons voir le cours concernant le bilan comptable. Le bilan est la photographie du patrimoine de votre entreprise à une date précise. Généralement, au 31 décembre, il répond à deux questions. Que possède l'entreprise et à qui doit-elle de l'argent? Nous allons voir maintenant la structure
du bilan. Les grandes masses du bilan, nous avons l'actif et le passif. Le bilan est divisé en deux colonnes qui doivent toujours être égales. À gauche, l'actif, tout ce que l'entreprise possède, ses emplois. On dit j'ai pu, ce sont des soldes débiteurs. Et à droite, le passif, tout ce que l'entreprise doit, ses ressources. On dit grâce à, ce sont des soldes créditeurs. Règle absolue, total actif égale total passif, toujours. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur comptable. Comme je disais, le bilan est toujours équilibré d'après l'actif reporté au total général du passif. Maintenant, nous allons voir, l'actif immobilisé en détail. Actif immobilisé, les emplois stables. Ce sont les biens durables de l'entreprise utilisés sur plusieurs années. Immobilisation incorporelle, fonds de commerce, droit au bail, logiciel, brevet. Et immobilisation corporelle, terrain, construction, véhicules, matériel, mobilier. Immobilisation financière, ce qui concerne les participations dans d'autres sociétés, prêts consentis, dépôt de garantie. Enfin, nous allons voir les actifs circulants, les disponibilités. Donc, ce sont les éléments qui se renouvellent rapidement dans le cycle d'exploitation, c'est-à-dire le stock, matières premières, carburant, marchandises, etc. Créances clients, autres créances, TVA récupérable, avances versées, disponibilité, argent en banque et en caisse, solde débiteur. Nous allons voir maintenant, voilà, donc je vous laisse regarder tout ce que je viens de dire concernant l'actif circulant. Nous allons voir maintenant le passif en détail. On y va. Voilà. Le passif, les capitaux propres, ressources durables, capital social, réserve légale et statutaire, report à nouveau. Résultat de l'exercice, dette, c'est l'emprunt à long terme, emprunt à court terme, si découvert bancaire, dette fournisseur, dette sociale, tout ce qui est salaire à payer, URSSAF, etc. Et dette fiscale, TVA à payer, impôts. Voilà, concernant le passif, provision et dette. Donc, on revient sur l'équilibre du bilan. Le bilan est toujours équilibré d'après l'actif, toujours reporté. Le total trouvé à l'actif au total général du passif, la différence entre ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit, le résultat de l'exercice, bénéficie ou perte. Le résultat apparaît dans les capitaux propres au passif. Donc, exemple, bilan en temps tampion au 31-12. Voilà. Répondez aux 10 questions, mais ça, je vous laisse faire pause sur la vidéo, lire les questions, apporter les réponses et je vous apporte dans 3 secondes les réponses. 1, 2 et 3. Voici les réponses. Voilà, ceci va vous permettre d'être tout de suite en pratique pour mieux comprendre les écritures du bilan. Maintenant, on va voir l'analyse financière, les indicateurs. L'analyse financière du bilan repose sur plusieurs indicateurs clés qui permettent d'évaluer la santé financière de l'entreprise. On a le fonds de roulement permanent, on a le fonds de roulement net global, on a le besoin en fonds de roulement, la trésorerie, ratio d'équilibre, d'autonomie, de rentabilité, de crédit. Concernant le fonds de roulement permanent, BRP, le FRP correspond à la somme dont dispose l'entreprise pour payer ses fournisseurs, ses employés et ses charges de fonctionnement en attendant les encaissements clients. Permet de piloter l'entreprise efficacement et de couvrir ses dépenses sans emprunt. On a les capitaux propres, plus provision, plus dette financière, supérieure à 1 an, moins l'actif immobilisé égale FRP. Ensuite, on va voir le fonds de roulement net global, FRNG. Le FRNG est garant du maintien de l'équilibre financier de toute entreprise. Il correspond à l'excédent des ressources stables une fois le financement des emplois permanents abouti. Le FRNG doit être préférence positive. S'il est négatif, les dettes d'exploitation financent les immobilisations. Donc,
capitaux propres, plus provision, plus dette financière hors découvert, bien sûr, moins actifs immobilisés égale FRNG. Alors, ces formules, vous devez les apprendre pour l'examen, c'est très important. Maintenant, nous allons voir le BFR. Ça, c'est un chapitre important, le besoin en fonds de roulement. L'entreprise accorde des délais de paiement et des clients et les fournisseurs accordent des délais à l'entreprise, décalage entre encaissement et décaissement. Le BFR sert à financer les dépenses du cycle d'exploitation. Il est souhaitable qu'il soit le plus faible possible. La formule actif circulant moins dette envers les tiers égale BFR. Maintenant, nous allons voir la trésorerie. La trésorerie nette correspond au montant qu'une entreprise peut mobiliser rapidement pour payer une dette. C'est un indicateur de la gestion de la société. FRNG égale FRNG moins BFR égale trésorerie. Donc, regardez la trésorerie en vert positif. Le FR est supérieur au BFR et la trésorerie négative, le FR est inférieur au BFR. Donc maintenant, nous allons voir les ratios d'équilibre de la trésorerie. Je vous laisse regarder le tableau. Pareil pour le ratio financier de crédit. Et maintenant, nous allons voir la répartition du résultat. Répartition du résultat dans une société décidée lors de l'Assemblée générale en cas de bénéfice réserve, report à nouveau, compte courant associé en cas de perte, réserve en moins, report à nouveau. Donc, OK. Concernant l'entreprise individuelle, le résultat est ajouté au capital moins les prélèvements de l'exploitant, donne le nouveau capital. Maintenant, voyons l'IS, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. Impôt des sociétés de capitaux, SA, SAS, SARL. OK. CA hors taxe inférieur à 7 630 000 euros, 15% sur les 38 120 premiers euros, puis 25% sur le reste. Et si le chiffre d'affaires est supérieur, 25% dès le premier euro de bénéfice. Donc, je vous laisse regarder le récapitulatif de tous les ratios. Voilà. Récapitulatif clé, les formules clés. Alors ça, c'est à apprendre par cœur. Parce que le jour de l'examen, un exercice peut vous donner, calculez-moi par exemple le BFR. Donc c'est l'actif circulant hors disponibilité moins dette envers les tiers. C'est très important comme formule. Je vous mettez pause, retenez et mémorisez ceci. Ensuite, le rappel actif-passif. Actif, j'ai pu. Passif, grâce à. J'ai pu investir, stocker, faire crédit au client, etc. Et le passif égale le capital, l'emprunt, le découvert, etc. Très important. Situation de trésorerie, le FR supérieur au BFR, donc c'est positif. Le BFR inférieur au BFR, situation négative. Rappel, voilà, valeur brute. Je vous laisse regarder, noter tout ceci. Les points clés à retenir. Le bilan, retenez que le bilan est une photographie du patrimoine. L'actif est mobilisé, tout ce qui est incorporel, corporel, financier, plus circulant. Le passif, c'est les capitaux propres, plus provision, plus emprunt et dette. Total actif égale total passif. FRP, FRNG, BFR, trésorerie, les 4 indicateurs financiers clés. OK. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce cours concernant le bilan. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours qui concernera la partie donc divers en gestion. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue sur la chaîne commissionnaire de transport. Dans ce cours divers en gestion, le cours numéro 5, on va parler de gestion prévisionnelle. Ces outils sont indispensables à la création d'entreprises, mais aussi lors d'un développement ou d'une demande de financement bancaire. On va avoir les 4 documents financiers prévisionnels, comment calculer le besoin en fonds de roulement et les avantages des centres de gestion agréés. Partie 1, les 4 étapes de l'étude financière. Avant de créer une entreprise ou de lancer une nouvelle activité, vous devez traduire votre projet en chiffres. Cela se fait en 4 étapes dans l'ordre. Étape 1,
Le plan de financement initial, quels capitaux pour lancer le projet? Peut-on les réussir? Ensuite, numéro 2, c'est le compte de résultats prévisionnel. Les recettes couvriront-elles les charges? Le plan numéro 3, c'est le plan de trésorerie. Les encaissements permettront-ils de faire face aux dépenses mois par mois? Et enfin, le 4, c'est le plan de financement à 3 ans. La solidité financière se maintient-elle dans le temps? Le plan de financement initial, savoir combien se chiffre le projet et rechercher la meilleure solution financière pour l'équilibrer, à savoir les emplois et les ressources. Voilà. Donc, idéal, ressources supérieures aux besoins. Une entreprise qui a le plus besoin que de moyens est en danger. Le recensement des besoins durables, les frais d'établissement, les investissements et le besoin en fonds de roulement. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ensuite, le recensement des moyens durables. On a les apports personnels et les financements externes. Concernant les apports personnels, on a le capital social apporté, les comptes courants d'associés et les apports en nature. Concernant le financement externe, on a les subventions aux primes d'équipement, les emprunts bancaires et le crédit bail. Les critères des banques pour accorder un emprunt, endettement à terme inférieur à la CAF des 3 premières années. OK? Donc ensuite, on va voir le plan de financement en 3 ans, projeter l'évolution de la structure financière de l'entreprise sur 3 ans pour vérifier sa solidité dans le temps. Besoins et ressources. Les besoins, on a les frais d'établissement, etc., que vous pouvez voir sur le tableau de gauche. Et à droite, on a les ressources durables, qui est le fonds propre, quasi fonds propre. Voilà. Ensuite, on a le plan de trésorerie, le tableau présentant tous les décaissements et encaissements prévus mois par mois sur la première année, 12 colonnes. Donc, on a, bien sûr, on a les encaissements, tout ce qui est vente, apport en capital, emprunt, etc. Et tout ce qui est décaissement, tout ce qui est fournisseur, salaire et charges, loyer, assurance, etc. OK? Ensuite, on a le compte de résultats prévisionnels. Tableau sur 3 ans retraçant l'activité, charge à gauche, débit, produit à droite, crédit, différence égale bénéfice ou perte de l'exercice. Ensuite, on a les centres agréés de gestion, associations créées par les organismes professionnels ou des experts comptables agréés par l'administration fiscale. Pour les non-salariés, commerçants, artisans, professionnels libéraux, on a le dossier de gestion annuel, assistance fiscale, on a assistance comptabilité et obligations des adhérents. Avantages fiscaux de l'adhésion, éviter une majoration de 25% du bénéfice déclaré, réduction d'impôt sur les frais de comptabilité. Alors, on a là, pour faire une synthèse, l'étude financière complète, plan de financement initial, compte de résultats prévisionnels, plan de trésorerie et plan de financement à 3 ans. Les ressources durables doivent être supérieures aux besoins durables. La CAF bénéfice net égale bénéfice net plus amortissement. Plan de trésorerie égale 12 mois montant TTC. Voilà, ce cours est terminé. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, liker et à la prochaine vidéo. Merci pour votre fidélité. Bienvenue sur la chaîne Commissionnaire de transport. Le cours actuel concernant le droit commercial. Plan du cours en 12 chapitres. Premièrement, le droit et le patrimoine, les régimes patrimoniaux et le commerçant. Inscription et INSEE et CCI, les difficultés de l'entreprise pour le numéro 7. Numéro 9, moyens de paiement et à facturage. Numéro 2, les contrats. Numéro 4, fonds de commerce bail commercial. Numéro 6, l'ordre judiciaire et prescription. Numéro 8, injonction de payer et sûreté. Et enfin, numéro 10, choix de la structure juridique. Le droit et le patrimoine, les règles de droit régissent la vie en société pour éviter les conflits d'intérêts, droit civil, règles communes à tous les individus applicables à toute personne physique ou morale. Droit commercial, règles spéciales aux commerçants s'appliquent aux actes de commerce. Le patrimoine égale ensemble des biens, droits et obligations appartenant
à une personne. Et le bien corporel, tout ce qui concerne les biens physiques saisissables, donc une chose, comme voiture, matériel, etc. Et bien incorporel, tout ce qui concerne une apparence sans apparence physique, comme un droit, donc un fonds de commerce, un brevet, etc. Ensuite, il y a le droit moraux, liberté de circuler, droit d'expression, droit de vote. Et les droits patrimoniaux, tout ce qui est droit de propriété, droit sur une autre personne et créance. Maintenant, voyons les contrats, définition et conditions de validité. Le contrat égale convention juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers d'autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Conditions de validité d'un contrat. Premièrement, le consentement, c'est-à-dire rencontre d'une offre et d'une acceptation. Tout ce qui est erreur, dol, violence physique ou morale. Deuxièmement, la capacité. Avoir la capacité juridique pour contracter, être majeur et capable, non sous tutelle. Troisièmement, l'objet du contrat, il doit exister, être licite et moral, doit être dans le commerce, doit être déterminé ou déterminable. Et enfin, quatrièmement, la cause du contrat, tout ce qui est raison qui pousse les parties à contracter, c'est-à-dire la cause doit être licite et morale. Maintenant, voyons la classification des contrats selon les obligations créées. On a la synélagmatique bilatérale, donc obligation réciproque entre les parties, unilatérale, obligation à la charge d'une seule des parties. Selon les conditions de formation consensuelle formées par le seul échange des volontés, formelle nécessite une formalité écrite. Selon le contenu, à titre onéreux, à titre gratuit et aléatoire. Voyons maintenant le commerçant et le fonds de commerce. Le commerçant exerce des actes de commerce à titre habituel et professionnel, incapable s'il est mineur inférieur à 18 ans, sauf autorisation parentale, interdit, condamné à certaines peines par exemple, et incompatible, tout ce qui est fonctionnaire, officier ministériel, etc. Le fonds de commerce, le commerçant peut être propriétaire ou locataire de son fonds corporel, matériel, mobilier, outillage, marchandises et incorporel, clientèle, achalandage, droit au bail, non enseigne. Le local, immeuble ne fait pas partie du fonds de commerce. Le bail commercial 369, durée 9 ans, résiliable par le locataire tous les 3 ans, révision du loyer tous les 3 ans, si refus du renouvellement, indemnité d'éviction, bail dérogatoire, max 36 mois. Inscription de l'entreprise et l'INSEE, l'ADRIAL, Direction régionale de l'équipement, de l'aménagement et du logement. Retirer de poser le dossier. Deuxièmement, dossier complet de RIAL. Quatrièmement, attestation de préinscription. Quatrièmement, CFE, c'est-à-dire le centre de formalité des entreprises. Cinquièmement, retour de RIAL. Et enfin, sixièmement, début d'activité. Vous pouvez maintenant exercer en tant que commissionnaire de transport. Alors, l'ordre judiciaire en France, c'est juridiction civile et juridiction pénale. Cour de cassation, cour d'appel, premier degré rend les jugements, le conseil des prud'hommes pour les litiges de travail, les tribunaux de commerce pour les litiges commerçants, les tribunaux judiciaires et les tribunaux correctionnels pour les délits pénaux, cour d'assises pour les crimes pénaux. Tribunal judiciaire, fusion, TGI et depuis le 1er janvier 2020. Ensuite, la prescription. La prescription, c'est la durée au-delà de laquelle une action en justice n'est plus recevable. Droit commun, 5 ans. Le droit de propriété est imprescriptible, prescription commerciale. Entre commerçants, 5 ans. Vente à des particuliers, 2 ans. Contrat de transport, 1 an. Transport routier de personnes, 5 ans. Prescription impôt direct, ISIR et taxes accessoires, 3 ans. Impôts locaux et taxes, 1 an. Contribution économique territoriale, 3 ans. Prescription poursuite pénale. Crime, délit, contravention. L'entreprise en difficulté, c'est-à-dire cessation de paiement, égale impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
Procédure de conciliation, l'entreprise n'est pas en cessation de paiement mais connaît des difficultés financières. Procédure de sauvegarde déclenche avant la cessation de paiement. Redressement judiciaire, cessation de paiement constatée, liquidation judiciaire, vente des actifs, ordre de paiement, salaire, frais de justice, bénéficiaire, sûreté, période d'observation et un plan de redressement. Ensuite, on va voir les moyens de paiement et affacturage, le chèque, la lettre de change, le billet à ordre, l'affacturage. Ça, c'est retenir les 4 qui peuvent tomber le jour de l'examen en QCM. Le choix de la structure juridique, il y en a plusieurs. On a l'entreprise individuelle et on a la société, comme la URL, SARL, SAS, SA. Et c'est SNC. Il y a des avantages, des inconvénients. Je vous laisse regarder. Vous aurez ces questions certainement le jour de l'examen en QCM. Enfin, le tableau comparatif des formes juridiques. Entreprise individuelle, EURL, SARL, SA, SAS, SASU ou SNC. Donc, vous avez toutes les fonctionnalités que je vous laisse lire tranquillement. Alors, la coopérative de transport est commissaire aux comptes. La GIE, c'est le groupement d'intérêt économique. Et à côté, on a la coopérative de transport. Juste en bas, on a le commissaire aux comptes. Sa mission, c'est l'audit légal, certifier la régularité et la sincérité des comptes, créer la confiance des actionnaires, salariés et tiers. Très important. Récapitulatif des points essentiels de ce cours. 4 conditions validité du contrat. Donc, on a le consentement, capacité, plus objet licite, plus cause licite, fonds de commerce, prescription de transport, affacturage, contrat de transport, consensuel, onéreux, bilatéral, commutatif, bail commercial 369, tribunal de commerce et structure juridique. Voilà, le cours numéro 6 est terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de commissionnaire de transport pour préparer l'examen. Merci de votre fidélité. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne commissionnaire de transport. Aujourd'hui, on va étudier le chapitre social général qui concerne le droit du travail appliqué au transport et au programme. On va voir premièrement le contrat de travail, tout ce qui est CDI, CDD. Deuxièmement, la période d'essai. Troisièmement, la durée de travail et heures supplémentaires. Quatrièmement, congés payés et jours fériés. Cinquièmement, la rémunération et les bulletins de paie. Sixièmement, la rupture du contrat, tout ce qui est démission et licenciement. Septièmement, représentant du personnel, DP, CE, CSE. Et enfin, les organismes sociaux comme l'URSSAF. Premièrement, donc, le contrat de travail. Le contrat de travail, définition et règles. Contrat existant dès qu'il y a un lien de subordination entre le salarié et l'employeur. L'engagement, travail sous ordre, contrôle en échange, bien sûr, d'un salaire. Des règles applicables, tout ce qui est le code du travail, convention. La DPAE, tout ce qui est la déclaration de l'URSSAF, au plus tard 8 jours avant l'embauche. À l'embauche, l'employeur vérifie les diplômes, liberté de tout engagement, carte de résident, carte d'assuré social, etc. Et il informe le salarié pour la convention collective, rémunération, horaire et coefficient. Ensuite, nous allons voir alors, attendez, voilà, tac. Voilà. Maintenant, on va voir le CDI contre le CDD. Le CDI, les mentions obligatoires. Attention, ça, c'est à bien retenir. Vous l'aurez certainement dans le QCM. Tout ce qui est code sirène, numéro d'URSSAF, identité de l'entreprise, lieu de travail, qualification, durée des congés et préavis, salaire de base plus accessoires et durée journalière et hebdomadaire. Et enfin, le CDD, règles spécifiques, tout ce qui est motif obligatoire, durée max 18 mois, renouvellement, délai de carence, etc. Ensuite, on a la période d'essai, tout ce qui est la durée légale. Catégorie ouvrier employé, la durée c'est minimum, durée initiale 2 mois, renouvellement possible 2 mois. Les agents de maîtrise et les techniciens c'est 3 mois, renouvellement possible uniquement 3 mois. Et enfin les cadres c'est 4 mois et le renouvellement également 4 mois. Ensuite, pour la rupture de la période d'essai, délai de prévenance peut être rompu à tout moment
par l'une ou l'autre partie sans justification. Ça, c'est à préciser. L'employeur inférieur à 7 jours max de présence, 24 heures de prévenance. L'employeur 8 jours à 1 mois, 48 heures. Employeur 1 à 3 mois, 2 semaines. Et employeur après 3 mois, 1 mois. D'accord? Le salarié, c'est beaucoup plus simple. Toujours 48 heures, sauf 24 heures s'il est inférieur à 8 jours de présence. Allez, on y va pour la durée du travail et heures supplémentaires. La durée du travail effectif hors personnel de conduite. Indicateur. Durée hebdomadaire normale, c'est 35 heures. Journalier max, c'est 10 heures. Max hebdomadaire, c'est 48 heures. Moyenne sur 12 semaines, c'est 44 heures. Et mensualisation, donc à peu près 152 heures. À peu près. Voyons maintenant les heures supplémentaires. Heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles. Contingent personnel sédentaire de transport, 130 heures par an. Majoration légale plus 25% pour les 8 premières heures. Majoration légale plus 50% au-delà de 44 à 48 heures. Depuis le 1er janvier 2019, exonération des cotisations salariales vieillesse jusqu'à 11,31%. Exonération IR dans la limite annuelle de 5 000 euros. Maintenant, voyons la compensation obligatoire en repos, COR. Elle s'applique au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires. Entreprise inférieure à 20 salariés, 50% des heures effectuées au-delà du contingent. Et entreprise supérieure à 20 salariés, 100% des heures effectuées au-delà du contingent. Dès que le repos atteint 7 heures pris dans les 2 mois, demi-journée ou journée, ne peut pas être pris en juillet ou août ni accolé au congé payé. Pendant le COR, le salarié est payé en heures normales. Maintenant, voyons les congés payés et jours fériés. Les congés payés, règle d'acquisition, 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Période de référence, 1er janvier, 31 mai de chaque année. 30 jours ouvrables, égale 5 semaines au total par an. Congé principal, 24 jours max consécutifs, période d'été, 1er mai au 31 octobre. 5e semaine, 6 jours, ne peut pas être accolé au congé principal. Indemnité de congé, 1/10 de la rémunération totale brute sur la période de référence. Depuis juin 2012, droit au congé dès le 1er jour de travail. Les 11 jours fériés légaux. Alors, on a le 1er janvier, le lundi de Pâques. Bon, je vous laisse lire toutes les dates des jours fériés légaux. La rémunération et le bulletin de paie. La rémunération du travail, salaire supérieur minimum de la convention collective ou SMIC. Paiement mensuel obligatoire plus remise du bulletin de paie. Complément de salaire, avance, remboursement plafonné, acompte saisi sur décision de justice. Le bulletin de paie, élément obligatoire. Il doit y avoir mentionné le nom, l'adresse de l'employeur, SIRAT, code NAF, numéro d'URSSAF, convention collective applicable, nom et emploi et classification de salariés, période et nombre d'heures auxquelles se rapporte le salaire, bien sûr le montant brut, net à payer avant impôt. Mention conserver le bulletin sans limitation de durée. Maintenant, on va voir la rupture et suspension du contrat de travail, cas de rupture, décès du salarié, retraite, licenciement personnel ou économique, démission, volonté réciproque, c'est-à-dire la rupture conventionnelle, et disparition de l'entreprise. Le cas de suspension, maladie, accident de travail, congé maternité, congé parental, congé sabbatique, et la grève ou la mise à pied et détention provisoire. La démission, initiative exclusive du salarié, volonté claire et non équivoque, notification par lettre recommandée, préavis ouvrier 8 jours, préavis employé 1 mois, pas d'indemnité de licenciement ni d'allocation chômage en cas de démission, sauf exception. La procédure de licenciement, convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, délai minimum 5 jours ouvrables avant l'entretien. Ensuite, entretien préalable, l'employeur expose les griefs, le salarié se défend. Troisièmement, lettre de licenciement envoyée 2 jours supérieur à 2 jours ouvrables après l'entretien, motif personnel, ou supérieur à 7 jours, motif
économiques. Et enfin, quatrièmement, la lettre doit mentionner les motifs précis du licenciement, licenciement licenciement d'un représentant du personnel. Il faut une autorisation de l'inspecteur du travail. Type de faute et indemnité, degré de faute, les fautes sérieuses, comportement justifiant rupture, faute grave, violation grave des obligations du contrat, faute lourde, intention de nuire comme le vol, concurrence déloyale. Ensuite, on a l'indemnité selon la faute. Faute sérieuse, préavis plus CP plus indemnité de licenciement. On a les fautes graves, congé payé uniquement, pas de préavis ni indemnité. Faute lourde, congé payé uniquement, pas de préavis ni indemnité. La rupture conventionnelle, le CDI, accord commun entre employeurs et salariés, ouvre droit aux allocations chômage. Les deux parties signent une convention de rupture plus formulaire d'homologation. Délai de rétractation 15 jours calendaires après signature. Et la DTEFP dispose de 15 jours ouvrables pour valider. Indemnité spécifique supérieure à indemnité légale de licenciement. Rupture conventionnelle différente de licenciement économique. OK? Donc, pas de CRP possible. Concernant les représentants du personnel, instance représentative, seuil d'effectif. Donc, on a les instances, par exemple, délégué du personnel supérieur à 11 salariés, durée du mandat 4 ans. Voilà, je vous laisse regarder. Retenez bien ce tableau car vous aurez des questions certainement le jour de l'examen en forme de QCM. Ensuite, on va voir le comité social et économique, CSE. Pareil, il faudra retenir cette fiche pour la bonne et simple raison que vous aurez certainement une des 6 points que vous avez en dessous en QCM. Maintenant, on va voir les organismes sociaux du transport. On a l'URSSAF, collecte et cotisation, allocation familiale, Pôle emploi, CARCEPT et AGIRC. Ensuite, on a l'IPRIAC, garantie l'inaptitude à la conduite, garantie créée pour les conducteurs perdant leur emploi de conduite pour raison médicale. Ensuite, nous avons la médecine du travail, DUE, RP et sanctions. Depuis le 1er janvier 2017, visite d'information et de prévention. Voilà comment on l'appelle. Elle remplace la visite médicale d'embauche, VIP. Retenez VIP, visite d'information et de prévention. Obligatoire pour tous les salariés, réalisée dans les 3 mois après prise de poste, renouvelée au plus tard tous les 5 ans. Visite de reprise obligatoire après congé maternité, maladie pro, absence supérieure à 30 jours. Délai pour organiser la reprise 8 jours après connaissance de la date de fin d'arrêt. Manquement employeur, 1 500 € d'amende plus 4 mois de prison. Récidive, 3 750 €. Le DURP, document unique d'évaluation des risques, obligatoire dès le premier salarié dans toute entreprise. L'employeur consigne l'inventaire des risques professionnels par unité de travail. 4e étape, préparation, identification, classement, action de prévention, mise à jour au minimum une fois par an ou après chaque changement des conditions de travail, conservé par l'employeur pendant 40 ans. Sanction si absent, non mise à jour, personne physique jusqu'à 1 500 €, personne morale jusqu'à 7 500 € et 15 000 € si récidive. Voilà, voici le récapitulatif concernant le social général, contrat de travail CDI, CDD, période d'essai, clause de non-concurrence, la durée de travail, 35 heures, avec heures supplémentaires 25% ou 50%, congé payé 30 jours, jours fériés, il y en a 11, congé maternité, vous avez droit à 25 jours, rémunération, salaire, bulletin de paie, DPAE et URSSAF, rupture, démission, licenciement, représentation, tout ce qui est DP, CE, CHST, et enfin les organismes sociaux comme l'URSSAF, Pôle emploi, qui est maintenant France Emploi, CARCEPT, etc. Merci d'avoir suivi ce cours sur notre chaîne. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne commissionnaire
de transport pour réussir l'examen. Aujourd'hui, on va s'attaquer au chapitre numéro 8 qui concerne le social transport, tout ce qui est réglementation des conducteurs routiers. En savoir le programme, premièrement, on va voir la durée du travail effectif et les amplitudes. Deuxièmement, le règlement français et européen. Troisièmement, temps de conduite et pause réglementaire Union européenne. Quatrièmement, temps de repos journalier hebdomadaire. Cinquièmement, la tachygraphe, pardon. Sixièmement, trois catégories de conducteurs et temps de service. Septièmement, frais professionnels et rémunération. Et enfin, huitièmement, contrôle, infraction et responsabilité. La durée du travail effectif et amplitude. La durée du travail effectif, temps de service. Pour les roulants, temps pendant lequel le conducteur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Je répète, pour les roulants, temps pendant lequel le conducteur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Comprend également temps de conduite, temps d'attente, travaux divers, tout ce qui est chargement, nettoyage, plein d'essence, temps de double équipage, pardon. Ensuite, on a le temps de service, somme de tous les temps de travail effectif, conduite plus autres tâches, plus disponibilité. Et enfin, exclu du temps de service, tout ce qui est repos et pause. Concernant les amplitudes et temps de service, l'amplitude, intervalle entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et un repos journalier, immédiatement précédent ou suivant. Début de journée, fin de journée, pause incluse. Amplitude max égale 13 heures, minimum 11 heures consécutives. L'amplitude, c'est le temps de service plus repos, pause pris dans la journée. Le temps de service contre amplitude. Temps de service, conduite plus travail autre que conduite plus disponibilité. L'amplitude, c'est le temps de service plus repos plus pause prise dans la journée. Temps de service est inférieur à l'amplitude. La formule, c'est TS égale amplitude moins durée des repos-pauses. Le bulletin de paie doit mentionner le cumul mensuel des amplitudes. Deuxièmement, règlement français et règlement européen. Les véhicules inférieurs à 3,5 tonnes, règlement français, ne concernent que les salariés, pas les employeurs indépendants. Repos journalier 10 heures minimum, sans fractionnement ni réduction. Repos hebdomadaire 96 heures en moyenne par quatorzaine. Contrôle via horaire de travail de type simplifié, horaire fixe, retour journalier ou livret individuel de contrôle. Document à conserver par l'employeur pendant 5 ans. La réglementation européenne ne s'applique pas. Concernant les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, règlement européen, règlement donc du Parlement européen du 15 mars 2006, applicable à tous les conducteurs des États membres de l'Union européenne, s'applique aussi aux conducteurs salariés et indépendants. Contrôle via le chrono, analogique au numérique. Les véhicules supérieurs à 9 places ou supérieurs à 3,5 tonnes harmonise les règles sociales dans le transport routier européen. Voyons maintenant les documents de contrôle pour les véhicules inférieurs à 3,5 tonnes. Les horaires de service pour horaires fixes avec retour journalier à l'entreprise, établis en 3 exemplaires, un dans le véhicule, un dans l'entreprise et un à l'inspecteur du travail. Il contient prise et fin de service, coupure, signature du chef d'entreprise, livret individuel de contrôle, feuille quotidienne d'enregistrement des temps. Et voilà. Donc ensuite, nous allons voir le temps de conduite et pause règlement européen. Temps de conduite maximaux, règlement de l'Union européenne, type de conduite. Conduite continue sans coupure 4h30. Conduite journalier 9 heures, possibilité de 10 heures max 2 fois par semaine uniquement. Conduite hebdomadaire, 6 périodes max, 56 heures. Conduite sur 2 semaines, 90 heures maximum. Les temps de conduite d'un conducteur rentrant chez lui avec le véhicule comptent également. Ensuite, on va voir les pauses minimales, règlement européen, afin de limiter les temps de conduite ininterrompus. Des pauses sont intercalées dans ou immédiatement après la conduite continue. Option 1, 45 minutes minimum.
Option 2, fractionnement en deux parties. Une pause inférieure à 15 minutes ne compte pas, constitue des interruptions, mais pas des pauses. Temps passé sans conduite dans un véhicule en marche, double équipage. Temps passé dans un car ferré ou un train et le temps d'attente lors d'un chargement si le conducteur n'y participe pas. Ensuite, on a le temps de repos journalier et hebdomadaire. Le repos journalier, simple équipage, situation, voilà, normal, 11 heures, réduit 9 heures, fractionné 3 heures minimum plus 9 heures minimum. Et ferry peut être interrompu max 2 fois, durée totale d'interruption inférieure à 1 heure. Ensuite, le repos journalier, double équipage et lieu de repos. Double équipage, 9 heures consécutives minimum par période de 30 heures. Double équipage, prise de service entre les deux conducteurs inférieure à 1 heure. En double équipage, le second conducteur est considéré comme en disponibilité lieu du repos journalier. Simple équipage, à bord du véhicule, double équipage, à bord du véhicule si loin du point d'attache. Le repos doit être pris hors du véhicule en marche. Le repos hebdomadaire, règlement européen, repos hebdomadaire normal, 45 heures consécutives minimum, à prendre à la fin de 6 périodes de 24 heures à compter du temps de repos précédent. La réduction doit être compensée dans les 3 semaines suivantes. Le chronotachygraphe analogique, apparu dans les années 20, il est encore utilisé, et le numérique carte à puce, obligatoire depuis le 1er janvier 2006, étalonné dans les 2 semaines suivant l'installation que vous connaissez certainement. Ensuite, les 4 types de cartes tachygraphe numérique: carte conducteur, carte entreprise, carte contrôleur et carte atelier. Obligation de tachygraphe numérique conducteur, insérer la carte à la prise de service et à retirer à la fin. Le conducteur imprime un ticket chaque jour si susceptible de conduire un véhicule à tachygraphe analogique dans la semaine. Entreprise, lire le contenu des cartes conducteur et archiver les données, au moins tous les 28 jours. L'entreprise, lire le contenu de la mémoire interne du tachygraphe, au moins tous les 95 jours. En cas de contrôle, présenter le disque en cours plus ceux des 28 jours précédents. En cas de panne, remplir le livret individuel de contrôle ou une feuille ad hoc. Remplacement du tachygraphe défectué dans les 7 jours calendaires. Contrôle de l'appareil par l'entreprise agréée tous les 2 ans. Maintenant, on va voir les 3 catégories de conducteurs et temps de service. Les 3 catégories, donc grand routier, autre conducteur, conducteur de messagerie et de fond, et au-delà des heures d'équivalence, donc je vous laisse lire tranquillement. Ensuite, on va voir les temps de service par catégorie. Normal, par semaine, donc c'est 35 heures pour tout ce qui est la messagerie. Normal par mois, 152 heures, etc. Donc je vous mettais pause et vous pouvez noter tranquillement le tableau récapitulatif du temps de service par catégorie concernant les valeurs normales. La rémunération des heures supplémentaires par catégorie. Donc on a la longue distance, 36 à 43 heures, et la courte distance de 36 à 39 heures pour les 25%, et pour les 50%, pareil, vous mettez pause, vous lisez et notez tranquillement. Ensuite, on a le repos compensateur, le RC, pour les conducteurs. Donc le cumul, c'est de 41 à 79 heures un jour, 55 à 105 heures un jour également, et etc., etc. 2 jours pour le 80 à 108, et plus de 108 heures, 2,5 jours. Ensuite, les frais professionnels et rémunérations. Frais professionnels, barème 2022, convention collective de transport. Donc, vous mettez pause et vous lisez effectivement. La garantie de salaire en fonction de l'amplitude, grand routier. Alors, concernant l'accord du 12 novembre 1998, garantie minimum de rémunération pour les conducteurs longue distance liée à l'amplitude journalière. La classification du personnel roulant, groupe 3 bis, groupe 4, groupe 5,
groupe 6 et groupe 7. Contrôle, infraction et responsabilité. Le contrôle en social transport. Contrôle de la durée du travail effectué par l'inspecteur du travail dans les transports. Les infractions au temps de conduite, repos peuvent être constatées par l'officier de justice de police judiciaire, tout ce qui est gendarme, gardien de la paix, inspecteur du travail, fonction chargée du contrôle des transports, douanier, contrôle possible sur la route ou en entreprise. Les agents de contrôle sur route délivrent un bulletin de contrôle, ne perturbent pas le transport. Lors d'un contrôle ultérieur sur la même période déjà contrôlée, investigation non répétée sur les mêmes domaines. Les infractions et sanctions sociales, transport classe 4 et 5. Les amendes sont de 700 euros, 1500 euros et les délits, 1 an de prison plus 30 000 euros d'amende. Ensuite, la responsabilité en cas d'infraction. Pour le chef d'entreprise, responsabilité pénale si infraction personnelle ou abstention de prévenir ses salariés. Exonération possible s'il a informé les salariés, contrôlé et sanctionné le manquement. Voilà, conducteur responsable des erreurs de conduite, code de la route, mais pas du non-respect réglementaire, temps de conduite si l'entreprise ne peut pas prouver son exonération. Ensuite, l'avant-dernier chapitre concerne le conducteur détaché et attestation de conducteur. Alors, conducteur détaché depuis le 1er juillet 2017, attestation obligatoire dématérialisée de détachement, maximum valable 6 mois, couvrant plusieurs détachements successifs, s'applique à tout conducteur étranger assurant une prestation de transport en France, employeur non résident. 3 points clés, attestation de détachement à bord, contrôle facilité, attestation de conducteur et formulaire CERFA. Voilà, récapitulatif pour le cours numéro social transport, numéro 8, temps de service égale conduite plus autres tâches plus disponibilité, amplitude max égale 13 heures. Inférieur à 3,35 règlement français, livret individuel, horaire de service. Par contre, supérieur à 3,5, c'est le règlement de l'Union européenne qui s'applique. Conduite continue max 4h30, journalier 9 heures, max 10 heures, 2 fois par semaine. Hebdomadaire 56 heures, 2 fois par semaine, 90 heures. La pause obligatoire après 4h30 est de 45 minutes en une fois ou 15 minutes plus 30 minutes fractionnées. Repos journalier, 11 heures, simple équipage, 9 heures, double équipage, 30 heures sur 30 heures. Hebdo normal, 45 heures hors véhicule. Tachygraphe numérique, carte conducteur, il faut la garder 28 jours, les archives. Mémoire interne, 95 jours, panne, 7 jours pour réparation. 3 catégories. Messagerie, 35 heures. Courte distance CD, 39 heures. Longue distance, 43 heures. Frais de route sur justification, infraction, 750 euros classe 4, 1500 euros classe 5, prison plus 30 000 euros de délit. Merci d'avoir choisi cette chaîne pour la formation de commissionnaire de transport pour réussir prochainement votre examen. Nous avons terminé ce cours. Merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours.